Bonjour à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. Beaucoup de questions et d'interrogations après l'agression sexuelle d'une fillette de 5 ans à Gaillard en Haute-Savoie. Un homme est toujours en garde à vue depuis hier. Selon les enquêteurs, les faits auraient été commis au sein de l'école où se trouve scolarisé l'enfant. Une loi pour lutter contre la pédophilie est présentée cette semaine à l'Assemblée nationale. Nous verrons ce qu'en pense l'avocate Marie Grimaud. Elle défend une association de protection de l'enfance. Elle est notre invitée. Et puis nous testerons un simulateur de vol sur hélicoptère. Cet appareil hyper moderne est basé à Albertville. Il fonctionne depuis 1 an et accueille des pilotes du monde entier. Sa mission, reproduire à l'identique les conditions de vol du célèbre hélicoptère Écureuil. Enfin, un mot de votre météo avec une belle après-midi estivale. Le soleil s'impose en plaine et en vallée, tandis que des cumulus encombrent la moyenne montagne. Les températures approchent les 30 degrés en plaine. Mais d'abord qu'on envoie du baccalauréat 2015 pour les 33 698 candidats de l'Académie de Grenoble. Cela concerne l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, la Drôme et l'Ardèche. Et les épreuves débutent le 17 juin avec la philosophie. Le recteur a présenté ce matin les chiffres clés de ce cru 2015 et a annoncé quelques nouveautés. On retiendra notamment ces places réservées dans les formations sélectives, genre classe prépa, pour 10% des meilleurs bacheliers de chaque lycée de l'Académie. Écoutez les explications du recteur, Daniel Filâtre. Il est interrogé par Claire Schaffner et Maxime Kemener. Le changement, c'est cet article qui a fait beaucoup de bruit au moment de la loi, c'est de s'assurer qu'un très très bon bachelier a prévu de faire des études supérieures longues. Donc des études supérieures longues, c'est des filières universitaires, des filières en classe préparatoire essentiellement. Et la loi dit que les recteurs doivent s'assurer où vont aller les 10% des meilleurs bacheliers de chaque lycée. Donc c'est ça que nous avons préparé, qui est le grand changement de cette rentrée, parce que les autres dispositions étaient déjà en préparation. Voilà pour cette nouveauté mise en place donc partout en France. Alors quelles sont les autres nouveautés de ce bac 2015 dans l'Académie de Grenoble? Quels sont les chiffres clés à retenir? Eh bien Damien Bourrelli nous dit tout. Il reste le sésame, le tremplin avant les études supérieures. Cette année, le marathon du bac débute le 17 juin avec, comme toujours, la plus cérébrale des épreuves, la philo, et s'achèvera le 7 juillet avec la publication des résultats. L'Académie de Grenoble compte cette année 18 466 candidats au bac général, 8 824 au bac professionnel et 6 408 au bac technologique. En 2014, plus de 91% des candidats avaient décroché le bac, plaçant l'Académie de Grenoble en 4e position nationale. Une réussite particulièrement élevée au bac techno avec 94,3% de lauréats, 93,4% pour le bac général et 84,7% pour le bac techno. Et cette même année, plus de la moitié des candidats ont même obtenu une mention. Parmi les 33 698 candidats de l'Académie, les plus jeunes sont âgés de 16 ans et c'est en Savoie que se trouve le vétéran, 62 ans. Cette année, le bac va mobiliser près de 4000 correcteurs pour un peu moins de 200 000 copies à corriger. Une personne est toujours en garde à vue dans le cadre de l'agression sexuelle d'une fillette de 5 ans à Gaillard en Haute-Savoie. Les faits se seraient déroulés dans l'école où la fillette est scolarisée. On n'en sait pas plus pour le moment. Une enquête est en cours. Quoi qu'il en soit, hier, les parents d'élèves étaient très choqués, comme l'ont constaté Ingrid Pernet-Duparc et Serge Vourette. C'est en déposant leurs enfants à l'école que les parents ont appris la nouvelle. Sous le choc, ils ont été immédiatement pris en charge par la directrice de l'école, l'inspecteur d'académie et des professionnels de santé. On était toutes en larmes, on était inquiètes, et bien sûr c'est tout à fait normal, on est des mamans, on confie nos enfants à l'école, on fait confiance. Pour l'instant on ne peut pas dire que c'est l'école, parce qu'on ne sait pas si c'est à l'école ou ailleurs. La petite fille de 5 ans, en classe de maternelle, dit avoir subi une agression sexuelle. La maman a porté plainte vendredi soir au commissariat de police d'Annemasse. Une expertise ADN est en cours, mais les premières constatations médicales présentent des traces suspectes évocatrices d'une atteinte de nature sexuelle. C'est une affaire qui est grave, c'est une affaire très grave. C'est compliqué pour les parents d'admettre que ça peut se produire chez eux aussi, ici à Gaillard. Donc c'est très compliqué à expliquer, bien sûr. Où et quand les faits se sont-ils déroulés? S'agit-il de personnel enseignant? Une audition filmée de l'enfant a permis de recueillir des éléments. Dans un communiqué, le parquet informe « L'une des hypothèses retenues par les enquêteurs serait que les faits aient pu avoir été commis au sein de l'école. » On est dans une école où il y a une garderie, il y a de l'encadrement des élèves après le temps de classe, et puis il y a le temps de cantine. Il y a pas mal d'élèves qui sont également demi-pensionnaires. Bon, donc ça, c'est dans l'enceinte de l'école.
mais ce n'est pas forcément pendant le temps d'enseignement. Une personne a été interpellée et placée en garde à vue. L'audition est toujours en cours. Une affaire qui s'ajoute à d'autres affaires récemment évoquées, et parfois cela va au-delà du milieu scolaire, comme à Thiers en Haute-Savoie, toujours où un entraîneur de foot, vous le savez, avait mis un dispositif de caméra sous les douches. Tous ces cas interviennent alors qu'une loi pour lutter contre la pédophilie, notamment dans le milieu scolaire, est présentée cette semaine devant l'Assemblée nationale. Ce texte imposera à la justice de transmettre à l'administration concernée les condamnations des agents en contact avec des mineurs, transmission qui pourra même intervenir en cours d'enquête. Alors cette loi va-t-elle assez loin? Pour en parler, je reçois depuis nos studios à Paris Maître Marie Grimaud. Bonjour Maître. Vous êtes l'avocate de l'association Innocence en danger et vous êtes quand même assez critique envers ce texte. Pour quelles raisons? Ce texte ne va pas assez loin et surtout je le trouve pour le coup assez hypocrite. On a une obligation d'information au stade des condamnations, ça existe déjà, donc on ne fait que de la redondance au niveau des textes. C'est une circulaire, et moi ce qui me pose Maître. problème, c'est une circulaire, mais c'est déjà prévu dans notre code de procédure pénale. Et je suis navrée que nos ministres ne connaissent pas plus que ça notre législation pénale, mais ça existe déjà. Maintenant, il y a une nouveauté qui pourrait être intéressante, qui serait l'obligation d'informer l'éducation nationale dès le stade de l'enquête. Mais là, encore une fois, ça reste qu'une simple possibilité pour le procureur de la République d'informer le rectorat. Et moi, en tant qu'association, je pense que dans la protection de nos enfants, il faut que cette obligation soit une réelle obligation et non pas une simple faculté à la libre appréciation d'un magistrat. Est-ce que vous doutez, du coup, même de la compétence des magistrats ? Il ne s'agit pas de douter de la compétence des magistrats. En tant qu'avocat, je côtoie les parquets au quotidien et je côtoie les brigades des mineurs au quotidien. Je sais d'ores et déjà qu'aujourd'hui, les procureurs ont du mal à donner comme ordre à leur brigade d'aller chercher d'autres victimes au sein de l'école. Et pour ça, ça veut dire faire de l'information, informer la directrice de l'école ou le directeur de l'école, informer le rectorat et faire éclater quelque part l'existence d'une plainte. Là, dans les faits qui sont révélés dans votre reportage, il y a le traumatisme des faits de Villefontaine dans cette région qui permet immédiatement à ce procureur de demander à ce que les faits soient connus et que des cellules psychologiques se mettent en place. Tant mieux, et c'est sur ça que nous devons aller. Malheureusement, c'est pas quelque chose de quotidien, et notamment sur Paris, on reste avec des parquetiers extrêmement frileux, où on est dans un simple recueil d'une plainte qui sont, pour la plupart du temps, très maltraités. Moi, je pense qu'il faut aller même plus loin dans la loi, c'est-à-dire rappeler des principes de base. On a un texte de loi très précis sur les conditions d'audition des mineurs, qui est violé au quotidien au sein des brigades des mineurs. C'est-à-dire qu'un enfant, notamment de très bas âge, doit être auditionné par un officier de police judiciaire en présence de l'un de ses parents et en présence d'un personnel professionnel de l'enfance. Ce n'est jamais fait. Ce qui fait qu'on a un recueil de la parole de l'enfant qui est très mal fait et c'est sur ce simple recueil qu'on va décider de classer ou de ne pas classer. Donc là, il y a un écueil. Il faudrait de véritables prises de conscience au niveau des ministères de cette déformation de la loi, en tout cas de cette violation de la loi et travailler sur ce sujet-là. Assez rapidement, Maître, est-ce que vous avez plus de dossiers aujourd'hui qu'auparavant? J'en ai ouvert plus d'une dizaine en l'espace de 2 mois. Et je tiens à préciser que ce ne sont pas des faits qui se sont révélés après les faits de Villefontaine. Tout simplement, ce sont des plaintes qui ont été enregistrées bien avant les faits de Villefontaine. Et cette médiatisation, je pense, a permis de prendre conscience aux parents de la nécessité d'avoir un avocat dans une bataille qui sera longue et difficile. Merci beaucoup, Maître, d'avoir répondu à nos questions. Merci infiniment. Cette information à lire sur notre site internet France 3 Alpes. Un jeune Roumain a été surpris hier après-midi au parc Paul Mistral à Grenoble alors qu'il tentait de violer sa petite sœur. C'est un passant qui a prévenu les policiers qui ont interpellé le jeune homme de 18 ans. La société du téléphérique Morzine Le Pléné comparaît en tant que personne morale aujourd'hui devant le tribunal de Thonon en Haute-Savoie pour s'expliquer sur les circonstances du décès accidentel en 2013 d'une skieuse âgée de 10 ans sur le domaine skiable du Pléné à Morzine. Cette société est poursuivie pour homicide involontaire. Direction Albertville à présent pour découvrir un petit bijou de technologie, un simulateur de vol sur hélicoptère. Il fonctionne depuis 1 an. Les pilotes du monde entier s'y pressent pour se perfectionner aux manœuvres d'urgence. Sa présentation signée Jordan Guéant avec Didier Alban. De l'extérieur, une grosse boule montée sur vérin. Mais à l'intérieur, un vrai concentré de technologie. Les systèmes concurrents sont soit hydrauliques ou alors électriques avec air comprimé.
Là, il n'y a pas d'air comprimé, en fait, c'est purement électrique et il y a zéro maintenance. C'est-à-dire qu'en fait, la maintenance est réduite à sa part la plus minime. Installé à Albertville, le simulateur AS350 est unique en Europe. Sa mission, reproduire à l'identique les conditions de vol du célèbre hélicoptère Écureuil sur tous les terrains. Il est déjà posé à Castellane, mais il peut aller se promener où il veut dans la campagne provençale. Alors dans les ordinateurs, des centaines de scénarios programmés. On a d'abord la possibilité d'apprendre à se poser sur une plateforme pétrolière à Albertville, puisque le simulateur a un programme pour une plateforme pétrolière. On peut se poser sur un bateau à Albertville dans le simulateur, parce qu'on n'a pas beaucoup de bateaux ancrés dans la région. Et puis on propose aussi des entraînements montagne, soit sur simulateur, soit effectivement sur appareil. Principal objectif, apprendre à faire face à tous les problèmes. Simuler près de 50 pannes impossibles à reproduire avec une vraie machine. Sur un engin pareil, sur un simulateur, on peut faire des exercices qu'on n'est pas capable de faire avec une machine réelle. Donc là, c'est sans risque. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors que sur une machine réelle, faire certains exercices, c'est un peu dangereux. En un an, 500 pilotes sont déjà venus se former ici. La police angolaise, en ce moment même, suivront les Indiens, les Pakistanais. Une formation au succès reconnu dans le monde entier, mais au prix top secret. On poursuit avec ces images impressionnantes, celle d'un skieur français tombé dans une crevasse alors qu'il évoluait sur un glacier en Suisse. Sa chute qu'il a pu stopper a été filmée par la caméra qui était sur son casque. Le skieur s'en est finalement sorti. Son témoignage a été recueilli par nos confrères de France 2. Une belle journée de montagne, un temps magnifique, un panorama à couper le souffle. À 4000 mètres d'altitude sur ce glacier, Benjamin Spiltoren s'engage dans la descente. Il est le dernier d'un groupe de skieurs. Sa caméra fixée sur son casque va enregistrer une séquence rare. Je comprends très bien ce qui m'arrive. Je comprends très bien. J'ai cru que j'allais mourir, clairement. Je me suis dit, tiens, c'est comme ça, c'est aujourd'hui. J'ai les skis dans le vide et je vois sous mes pieds vraiment un gouffre. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui lâche, ou si je glisse, ou si la neige s'effondre, je ne sais pas trop. Mais là, je tombe. Et je glisse sur 5-6 mètres peut-être plus bas dans la crevasse. Et je suis arrêté contre un mur de glace. Au secours! Je me doutais que, de toute façon, que ma voix allait être étouffée à cause de la cavité, de la crevasse. Je pensais bien, ouais. Mais bon, là, on appelle de toutes ses forces, autant qu'on a de la voix, ouais. Par chance, le skieur n'est pas blessé, mais il est désormais prisonnier des glaces. Impossible de remonter seul. Je suis sur de la neige très instable. Je sais pas, ça peut s'effondrer à tout moment à nouveau. Une des premières choses à faire dans ces cas-là, c'est s'assurer pour pas risquer une deuxième chute plus profonde dans la crevasse. Pour s'assurer, le skieur visse une broche dans la paroi. 30 longues minutes défilent, quand soudain... Puis je vois dans le trou de la crevasse, je vois une tête qui me parle. À la surface, un guide suisse a entendu la voix du naufragé. Hé, fais gaffe! Il y a des ponts de neige partout! Avec le concours de ses clients, le guide aide Benjamin Spiltoren à sortir de la cavité. C'est la première fois que vous tombez dans une crevasse? Oui, et j'espère que c'est bien la dernière fois. Prévenus par le groupe, les secouristes préféreront évacuer le skieur vers un hôpital où il restera seulement quelques heures. Et aujourd'hui, pour bien s'orienter en montagne, on peut utiliser des moyens techniques plutôt modernes comme le GPS ou encore son téléphone portable, mais rien ne vaut aussi la bonne vieille carte de randonnée. Autant de techniques recensées dans le nouvel ouvrage de Jean-Marc Lamoury, auteur du livre S'orienter. Françoise Gué et Dominique Sommet l'ont rencontré. Quand le ciel s'assombrit, quand les nuages et le brouillard effacent le paysage, quand le sentier n'existe plus, comment ne pas se perdre en montagne? La vieille carte doit-elle être oubliée dans le placard au profit du GPS ou du smartphone? Dans les Bauges, rencontre avec deux accompagnateurs en montagne, Ludmila et Jean-Marc. Là-bas, le granier.
Jean-Marc, c'est un peu le papa de la raquette à neige, dont il a développé la pratique en France dans les années 90. Mais c'est aussi un passionné d'orientation. Et pour lui, le risque de se perdre commence en bas, dans la forêt. La forêt, c'est plus difficile qu'on croit pour s'orienter parce que c'est un monde clos, il y a très peu de repères. Il y a des arbres partout. Donc le plus simple pour ne pas se perdre en forêt, c'est de suivre le sentier et de ne pas le lâcher. Mais comment savoir s'il s'agit du bon sentier? Alors voilà, rien qu'en regardant la carte, on peut déjà voir qu'il y a un changement flagrant de direction. Et en fait, le virage sur la carte peut être considéré comme un repère, comme c'est un repère sur le terrain. Les pros confortent ces données en tirant des azimuts, simples avec un peu d'entraînement. Pour Jean-Marc, la carte et la boussole restent donc les outils de base pour le randonneur. Mais le smartphone ou le GPS, ce petit instrument qui nous fait avancer l'œil rivé sur l'écran, n'est-il pas la version moderne de l'orientation? Aujourd'hui, on a une visibilité qui est aléatoire mais acceptable. On n'a pas besoin du GPS, mais on peut s'imaginer dans un terrain comme ça, dans le brouillard complet, ça peut quand même être utile. Sur les crêtes du Margeria, nous retrouvons Ludmila, elle aussi accompagnatrice en montagne. Salut! Comment ça va? La jeune femme nous tient le même discours. Hors chemin, dans la neige ou partant de brouillard, le GPS ou le smartphone se révèle une véritable étoile du berger. Mais dans le sac d'Urmila, il y a toujours la carte, indispensable pour préparer la randonnée, mais pas seulement. Je pars jamais sans, disons que si je ne l'ai pas, je pars pas. Il y a toujours l'aléa des outils, c'est-à-dire que soit de ne pas capter, soit un dysfonctionnement, une panne de batterie, des choses comme ça. Alors, que retenir? Quels conseils nous donnent ces deux professionnels de la montagne? Le sens de l'orientation n'existe pas, c'est surtout le sens de l'observation. Donc il faut observer le terrain et puis surtout il faut être passionné et se former. Arrêtez de regarder le GPS et se fier vraiment à la carte pour savoir à quoi ça ressemble et savoir se repérer. Voilà, le GPS a tendance à perdre les gens. Et pour éviter qu'on se perde, Jean-Marc réactualise régulièrement son ouvrage sur l'orientation. La nouvelle version vient de sortir, à déguster par tous ceux qui veulent marcher vers le sud sans perdre le nord. Et avant de refermer ce journal, cette information sport. En football, les jours du président de l'ETG, Joël Lopez, sont-ils comptés? On en saura certainement plus ce soir à l'issue du conseil d'administration du club qui se déroule cet après-midi, où l'on parlera de l'avenir et ce après la relégation de l'ETG en Ligue 2. L'ambiance entre les principaux actionnaires et les dirigeants et entraîneurs n'est pas au beau fixe. Joël Lopez est en poste depuis décembre 2013, où elle avait pris la succession de Patrick Trottignon. Et c'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site alpes.france3.fr. Tout de suite, la météo puis l'édition nationale. Passez une très belle après-midi.